nous avons le plaisir d'accueillir, je le disais tout à l'heure, Thierry Breton, notre commissaire européen français chargé du marché intérieur et de tant d'autres choses. On va peut-être vous entendre, monsieur le commissaire, quelques minutes, nous dire quelques mots d'introduction, et puis avec mon collègue Michel Cabirol, comme c'est la tradition, on vous posera quelques questions. Merci à vous. Non, merci, merci cher Philippe Mabi, et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver ici parmi vous au Paris Surf Forum. C'est quasiment maintenant un rendez-vous que j'essaye de tenir à votre invitation. Mais j'ai tenu à être là cette année parce qu'évidemment, vous venez d'en parler, évidemment, j'ai assisté à la table ronde qui vient de s'achever. Le sujet de l'aviation est un sujet absolument clé. Et je suis heureux d'être là parce que, bien sûr, ce n'est pas vous que je vais convaincre, mais dans la phase de transition dans laquelle nous entrons, quand je dis nous entrons, c'est évidemment le continent européen, et les questions légitimes que nous nous posons pour atteindre notre décarbonation totale, qui est l'objectif de notre continent en 2050. Évidemment, beaucoup d'actes législatifs ont été pris, d'objectifs ont été discutés avec les co-législateurs et font partie maintenant des objectifs de notre démocratie européenne. Évidemment, il s'agit maintenant de mettre tout ça en mouvement. Et quand je dis tout ça en mouvement, c'est évidemment d'accompagner et d'aider toutes les industries qui vont y contribuer, mais aussi de rendre cette transition acceptable par l'ensemble des utilisateurs. On rentre dans cette phase qui va être une phase extrêmement importante pour le succès de cette ambition, et puis, j'ai pas peur de le dire aussi, pour nos démocraties. On sent bien, évidemment, des résistances. On sent aussi, dans tous les secteurs, et plus particulièrement, j'allais dire, dans votre secteur, le secteur aérien, des propositions qui sont, pour certaines d'entre elles, assez radicales. Au fond, le secteur aérien, ça représente 4, 5, 6% des émissions mondiales de CO2 maximum. Pourquoi on ne diviserait pas par 2 le nombre de voyageurs? Vous avez référence du reste à un grand scientifique qui a, je crois, émis cette idée dernièrement, surtout en ciblant les jeunes du reste. Oui, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas arrêter complètement du reste le secteur aérien? Pourquoi pas aussi commencer à faire des ségrégations? On va le soutenir pour tel type d'activité, mais pas pour tel autre. Enfin, toutes les idées les plus farfelues, je le dis sincèrement, les unes que les autres, y compris la dernière que je viens d'évoquer, pudiquement, reflètent, je dirais, d'abord une incompréhension de ce que c'est qu'un secteur en transition, reflète aussi le fait que ceux qui prônent ces idées n'ont pas confiance, ne savent pas ce que c'est qu'une évolution technologique ou une révolution technologique, n'ont pas confiance en l'avenir et n'ont pas confiance en la science. Et moi, c'est tout le contraire. Bien sûr, nous nous fixons des règles, bien sûr, nous nous fixons des objectifs, mais je crois fondamentalement que c'est parce que nous nous sommes fixés ces règles que l'innovation va suivre, que le progrès va venir, que la science va nous aider à trouver des objectifs, des moyens aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est tout mon rôle. Et c'est comme ça que je conçois mon rôle, et en particulier pour le secteur de l'aviation. Donc 2 objectifs pour le secteur de l'aviation. D'abord, on emmène tout le monde, les petits avions, les avions moyens, les grands, les avions d'affaires, les avions de tourisme, on emmène tout le monde, parce que derrière l'aviation et l'industrie de l'aviation, c'est 1 million d'emplois extraordinairement performants, c'est 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est notre continent qui est de très loin le premier continent de la planète en matière de savoir-faire, d'ingénierie, d'aviation, toute catégorie. Et donc oui, bien sûr, il y en a certains qui aimeraient bien que finalement on passe par pertes et fracas des pans entiers de cette industrie. Je ne suis pas de cela. Et donc nous avons créé, pour accompagner l'industrie, d'abord, comme on le fait, et c'est assez efficace, une alliance de tous ceux qui vont aller vers cette décarbonation. C'est l'alliance de l'avion zéro émission.
Ça fait 1 an qu'on l'a créé. Je serai ce lundi au Bourget avec le président de la République, donc à l'inauguration du salon. Et nous tiendrons la 2e assemblée générale donc, de l'Alliance de l'avion zéro émission. C'est évidemment un avion décarboné, plutôt pour, à ce stade en tout cas, des petits formats, hydrogène, électrique et autres. Ça avance formidablement bien. On table évidemment sur 15 ans, hein, mais c'est maintenant qu'il faut mettre toute la filière en route. Et quand il dit toute la filière, c'est précisément le rôle de ces alliances. Mais ça, c'est pour le moyen terme. Entre-temps, évidemment, et vous venez d'en parler, il y a, pour atteindre cet objectif, et la Commission, et je me suis beaucoup battu pour ça, y compris la semaine dernière. Je vais vous livrer un petit secret du reste. La semaine dernière, on avait au collège une discussion sur faut-il ou non accompagner des secteurs industriels entiers dans la transition verte en finançant cette transition, même si elle n'est pas totalement décarbonée. Certains de mes collègues, voire même de ministres de pays que je connais bien, auraient bien voulu que toute l'industrie aéronautique n'en fasse pas partie. Sur le thème, l'industrie aéronautique, ça va encore émettre du CO2 pendant encore quelques années. Et donc, vous voulez extraire de la taxonomie. La taxonomie, c'est donc cet instrument que l'on met à disposition, évidemment, et des entreprises et des institutions financières pour, je dirais, favoriser l'accès à des financements qui sont labellisés verts. Non, disaient beaucoup. Vaut mieux pas en faire profiter l'industrie aéronautique parce que ça émet encore trop de CO2. On s'est battu et ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc maintenant, c'est la très bonne nouvelle, l'industrie aéronautique va pouvoir bénéficier, avoir accès à ces investissements labellisés verts. Et on sait que dans les montants gigantesques d'investissements, vous en avez parlé, qu'il va falloir mettre en œuvre, cet accès aux ressources sera important. Et donc, c'est le dernier point, puis après ça, je vais venir vous rejoindre tout de suite. Donc ça, c'est pour organiser, évidemment, la transition. Bien sûr, dans les avions zéro CO2, ils vont pouvoir en bénéficier, ces financements. Je ne parle pas, évidemment, des financements directs, le 1,7 milliard que nous mettons, nous, à la Commission, pour la recherche dans le cadre des plans Horizon Europe. Ça, c'est évidemment l'accès au financement privé. Mais cette transition, vous en avez longuement parlé, faire des avions plus légers, 20-25% de moins, à un horizon 5-10 ans, faire des avions qui vont utiliser évidemment les carburants durables, vous venez d'en parler abondamment, 6% en 2030, on va voir si on peut faire mieux, et les objectifs, certains disent qu'ils vont pouvoir faire 10%. Donc là aussi, je travaille à réfléchir, à embarquer, un peu comme je l'ai fait pour l'évolution des moteurs des véhicules électriques avec les moteurs thermiques entre-temps propres, à embarquer effectivement tous ces acteurs pour que l'on ait une vision globale. Ça se traite évidemment au niveau français. Le président de la République, du reste, vient d'annoncer ce matin un plan très ambitieux pour soutenir précisément l'industrie aéronautique française, qui est la plus performante d'Europe, dans cette transition plus verte, mais avec des moteurs qui sont des moteurs encore kérosène, biocarburant, voire hydrogène. Et donc, nous allons complètement, non seulement soutenir cette approche, mais travailler ensemble pour pouvoir y embarquer l'ensemble des acteurs européens, parce qu'évidemment, les chaînes de valeur, même si pour beaucoup d'entre elles, elles prennent naissance ici, en France, et je m'en réjouis, elles couvrent désormais une grande partie des États membres et du territoire européen. Notre objectif, vous l'avez compris, c'est d'accompagner complètement le secteur dans cette transition et faire en sorte que tous ceux qui voudront utiliser l'avion puissent le faire, parce que c'est aussi un élément de liberté. Merci. Merci beaucoup Thierry Breton pour ces propos liminaires. Peut-être on va se partager avec Michel une petite dizaine de minutes de questions. Je laisserai Michel sur les sujets qui lui sont les plus propres. Moi, j'ai une question peut-être qui me tourne dans la tête depuis que je vous entendais. J'ai entendu le président de la République dire qu'il fallait en finir avec une sorte d'excès réglementaire, notamment en matière environnementale à Bruxelles. Et je voulais savoir ce que vous en aviez pensé. Vous avez fait état là, de la question, cet épisode de la taxonomie en matière d'aviation, mais ça ne concerne pas que l'aviation. Il y a eu un combat l'an dernier sur le nucléaire.
Est-ce que vous... nous avons gagné. Que nous avons gagné, en tout cas la France, et tous ceux qui sont pour, et l'Europe, puisqu'elle en bénéficiera. Donc ma question c'est, voilà, comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette formulation, et à l'heure où on voit qu'en face, aux États-Unis, on fait l'IRA, on subventionne massivement, et on subventionne massivement, effectivement, une décarbonation qui est devenue le nouveau mantra de l'industrie. C'est-à-dire que industrialisation et décarbonation, c'est ce que dit d'ailleurs ce matin le président de la République, ce qui permettra de sauver l'industrie aéronautique française et européenne, c'est se décarboner. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien entre cette phrase un peu sibylline, il y a trop de réglementation, alors que c'est la réglementation qui fait quand même changer les choses, et la décarbonation se fait par la puissance publique et les normes. J'étais là quand le président de la République l'a dit, et j'ai dit très clairement que, mais je soutiens à 100% ce qu'il a dit. Parce que... Faites-en nous l'exégèse. Parce que, cher Philippe Mabille, et c'est normal, vous avez peut-être un peu résumé et hors contexte ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'actes législatifs qu'on appelle réglementation, si vous voulez, mais ça se traduit par des actes législatifs qui ont été pris au cours des dernières années pour mettre en mouvement l'accompagnement de tout un tas de secteurs dans l'objectif zéro CO2 2050, avec les points de rendez-vous, moins 55% 2035, etc. Donc ça, les actes, ils ont été pris, et maintenant, la différence, on le sait. Moi, je viens aussi, ça ne vous a pas échappé un peu de l'industrie et de l'entreprise. Les visions, c'est bien, l'exécution, c'est mieux. Donc on rentre dans la phase d'exécution. Et c'est précisément ce dont on vient de parler, ce dont vous avez parlé toute la matinée, ce à quoi j'ai fait référence. Ces cadres, ils sont fixés. Je le dis, ils sont fixés parce que ça permet de mieux organiser notre vivre ensemble. Et aussi, dans cet objectif 2050, qui désormais est notre objectif à nous tous, les Européens. Mais derrière, et je l'ai également rappelé dans mes propos liminaires, maintenant il faut entraîner tout le monde, donner les moyens. Et donc, je pense sincèrement, comme lui, qu'avec tout ce qu'on a mis maintenant en place, on est bien équipé. Donc une pause peut se justifier. C'est encore une fois, c'est une pause dans le sens où on a maintenant l'ensemble des éléments réglementaires qui me semblent... pas la peine d'en rajouter. En tout cas, à ce stade, certainement pas. Par contre, ce qui est la peine, et c'est mon travail, c'est de les mettre en mouvement et de n'oublier personne sur le bord de la route et d'éviter surtout de dire... Il y en a pour lesquels, finalement, ils sont peut-être un peu moins importants les uns que les autres, soit pour des raisons quantitatives, soit pour des raisons morales ou autres. On les laisse de côté. Non, moi, mon rôle, c'est de les embarquer tous dans cette transition. Et je conclurai en disant que, oui, je suis intimement convaincu, du reste, vous venez d'en parler, que c'est aussi parce qu'on se fixe des règles nouvelles qui sont contraintes, je dirais, par notre vivre ensemble ou par l'ambition collective que nous nous sommes fixés, que nous allons aussi forcer, donner des objectifs, et on est là pour donner les moyens à nos industriels, à nos centres de recherche et développement, pour permettre à l'innovation et au progrès de trouver des solutions. Donc je suis... Merci de cette exégèse. Michel, à ton tour. Monsieur Breton, donc vous battez beaucoup pour évidemment la décarbonation de l'industrie européenne, y compris de l'industrie aéronautique européenne. Vous avez un autre cheval de bataille qui est la souveraineté européenne. Vous avez trois sujets qui sont importants dans la souveraineté européenne. Vous avez évidemment l'espace, qui comprend aussi l'accès à l'espace, mais vous avez lancé un projet très très important qui est la constellation IRIS-2. Vous avez également lancé un véritable blitzkrieg sur l'industrie de défense, avec une volonté de produire beaucoup plus de munitions pour aider les Ukrainiens, donc une non-dépendance par rapport à d'autres pays tiers. Et enfin, vous avez aussi fait pas mal de travail sur les composants, puisque l'Europe veut produire aujourd'hui 20% de la production mondiale, du marché mondial. Alors on se demande évidemment si c'est réalisable ou pas, parce que tous les pays au monde investissent aujourd'hui dans les composants. Mais vous avez ces trois volets de souveraineté, peut-être d'autres, mais ces trois volets de souveraineté qui sont très très importants pour l'Europe. Alors d'abord, souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on va faire tout seul et tout en Europe.
souveraineté, c'est qu'effectivement, il faut regarder sur certaines industries qui sont importantes, stratégiques, qui sont fortement intégrées dans des chaînes de valeur, bien le fait qu'elles vont pouvoir continuer à fournir tout ce qu'elles doivent fournir, quelles que soient les évolutions envisageables. Ça peut être des pandémies, on l'a vécu, ça peut être des évolutions géopolitiques, et vous voyez à quoi je fais référence. Donc oui, on a aussi maintenant, désormais, de façon clairement établie, cet agenda à la Commission. C'est nouveau. On était auparavant essentiellement guidé par le consommateur roi. Il est toujours aussi roi. Mais enfin, on avait oublié un peu le volet industriel et puis le volet aussi stratégique et souverain pour pouvoir produire. Désormais, cette partie est maintenant vraiment un axe très important de la politique européenne. C'est un changement très profond auquel j'ai contribué de là où je suis depuis 4 ans. Alors sur l'espace, bien entendu, l'accès à l'espace, j'en dis un petit point, parce que, et je le dis sans détour, c'est un élément absolument essentiel pour un continent comme l'Europe. On a des capacités, on a des compétences extraordinaires, mais pour l'instant, on est en situation d'échec, c'est clair. Et je le dis d'autant plus que je suis un des grands clients de cet accès à l'espace, étant leur donateur institutionnel, donc notamment de 2 constellations, Galileo, et qui permet de faire tout le positionnement par satellite, que vous connaissez, que vous utilisez tous, et aussi Copernicus. Bon, donc on est en même temps en discussion avec les industriels, avec l'ESA. Il va falloir très vite, évidemment, bien sûr, on croit beaucoup en Ariane 6, mais il y a tout un écosystème aussi qu'il faut continuer à développer. Il va falloir très vite bien évaluer s'il y a des solutions intermédiaires à mettre en place, parce que je suis responsable, encore une fois, du fonctionnement de ces constellations, et je prendrai les mesures qui s'imposent. Mais j'ai l'intention, du reste, d'inviter très prochainement les principaux ministres donc des États concernés et l'ESA pour qu'on travaille ensemble sur cette question, qui est une question essentielle, et avoir, encore une fois, un calendrier et une feuille de route claire, précise, et qui sera tenue. Le deuxième point, c'est évidemment constellation. Vous avez fait référence à constellation Iris Square, donc, qui est cette constellation très importante. On est maintenant en phase de procurement, donc on est très avancé. C'est une constellation qui est une constellation essentiellement en orbite basse, mais qui va évidemment travailler aussi avec des orbites moyennes dites MEO et plus élevées géostationnaires, donc pour offrir de la connectivité à l'ensemble du continent européen, de la connectivité ultra sécurisée, y compris en utilisant des technologies de cryptographie quantique, dites post-quantique, permettre aussi à nos armées d'avoir une infrastructure sécurisée, et on a vu notamment à l'occasion de la guerre en Ukraine combien c'était important d'avoir ce type de constellation, y compris en orbite basse, pour être disponible sur les théâtres d'opération, bien sûr pour les troupes au sol, mais aussi pour tout ce qui va autour, y compris les drones et beaucoup d'autres désormais objets qui sont de plus en plus interconnectés et qui nécessitent cette infrastructure sécurisée. On est en phase de procurement, donc on va bientôt le terminer, ça se passe très bien, et l'objectif c'est de commencer à lancer les premiers satellites dès 2024. Donc ça va effectivement dans le sens de cette autonomie et de cette souveraineté qui est absolument indispensable. Voilà, donc on déroule cet agenda, vous l'avez dit, sur les semi-conducteurs, c'est extrêmement important. On a maintenant, et vous allez voir des annonces, on a déjà fait des annonces importantes dans le cadre de ce Chip Act, notamment avec ST Microélectronique et Global Foundry à Grenoble. Ce matin même, je crois qu'il y a une annonce importante qui se tient en Pologne avec Intel, d'autres vont suivre. Nous avons aujourd'hui plus de 100 projets, donc avec plusieurs dizaines de milliards qui sont impliqués. Donc oui, je suis absolument convaincu que l'objectif de 20% de production, maintenant, il est en route. Ça y est, on a mis le mouvement en place, on a les projets, on connaît les participants et les acteurs. Donc oui, cet objectif sera tenu, y compris, et j'insiste là-dessus parce que vous savez que ça va être un de mes combats, y compris avec, vous allez voir une annonce très importante dans les jours qui viennent sur une très très grande usine quelque part en Europe, en dessous de 2 nanomètres, notamment pour les technologies FinFET, qui était un de mes combats, un de mes objectifs, parce que c'est les technologies du futur pour tout ce dont vous aurez besoin, mais aussi dans d'autres domaines, y compris la défense. Quand vous dites en Europe, ce sera en France ? Je dis en Europe. Je termine sur une dernière question, parce qu'on s'approche du déjeuner.
vous avez pris dans un journal concurrent et ami très excellent Je vois pas qui vous fait allusion. dans une interview ce matin, une position contre Huawei en disant qu'il fallait interdire Huawei des équipements télécoms en France. Ma question n'est pas forcément, parce que les gens liront le journal en question et ils auront toutes les réponses, c'est plutôt de dire entre cette volonté de puissance chinoise qui aujourd'hui devient éventuellement problématique avec des sujets d'espionnage et une volonté de puissance américaine avec l'arrivée de ChatGPT et de finalement une nouvelle volonté de puissance par la technologie, comment vous pouvez, vous, défendre l'Europe? Oui, ben non. Alors d'abord, juste sur le premier point, donc vous faites référence à la décision qui a été annoncée hier par la Commission européenne et par ma voix. Donc nous avons mis en 2020 en place ce qu'on appelle une boîte à outils 5G, 5G Toolbox, dans laquelle nous avons très clairement, compte tenu de la spécificité des déploiements, on parle de la 5G, y compris sur Huawei ZTE auquel vous faites allusion. Donc compte tenu de la spécificité de cette activité, il y a des contraintes de sécurité spécifiques sur la 5G, donc on a mis des critères très précis pour dire voilà ce qui était qualifiable de fournisseurs à haut risque ou pas. Et on a dit, nous, on ne veut pas de fournisseurs à haut risque dans nos réseaux, on ne porte pas de jugement du reste. Les raisons pour lesquelles ils sont à haut risque, on les a qualifiées. C'est passé donc dans les lois des 27 États membres. Les 27 États membres ont appliqué ces lois. Il y a aujourd'hui 10 pays qui en ont tiré les conséquences, d'autres qui sont en retard. Et donc, j'ai indiqué, pour être très précis, que tous les pays qui avaient tiré les conclusions, et ils ont tiré les conclusions sur les 2 entreprises dont je viens de parler, nous avons vérifié qu'ils avaient eu raison de le faire et que c'était légitime et argumenté dans le contexte sécuritaire qui était rappelé par la 5G Toolbox. Et j'ai incité les autres, comme ils s'y sont engagés, à le faire rapidement. Enfin, j'ai indiqué qu'en ce qui nous concerne, nous, institutions européennes, dans tous nos sites, nous demanderions désormais à nos fournisseurs de télécom, donc, qui fournissent notamment des applications 5G, de veiller à ce qu'ils n'aient pas ces fournisseurs dans leur réseau. C'est tout. Pour le reste, évidemment, je ne parle que de la 5G, mais c'est vrai que c'est une décision qui a été prise avec les 27 États membres, donc, et je faisais rapport de ce point hier. Juste un point très rapide, le Parlement européen a adopté hier un règlement très important visant à encadrer et protéger l'innovation dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Européens? Alors d'abord, c'est un acte législatif sur lequel on travaille depuis premier jour, depuis donc début 2020. On a mis 4 ans pratiquement, fin 2019, pour le réaliser. On a donc travaillé à une régulation qui est une régulation qu'on appelle risk-based, c'est-à-dire qui est fondée sur les risques. C'est-à-dire là encore pour dire on n'interdit pas du tout, il y a certains éléments qui seront interdits, comme par exemple tout ce qu'on appelle le social scoring, c'est-à-dire utiliser le fait qu'on va piquer des données, on va avoir un accès à des données qui concernent votre vie personnelle dans le passé pour dire vous n'aurez pas le droit à faire ci, à faire ça, à aller voyager, enfin en gros ce que font les Chinois. Bon. Voilà. Donc il y a quelques activités qui sont interdites, toutes les autres seront autorisées, mais avec des niveaux de risque différents, et donc on demande uniquement aux entreprises qui vont fournir, elles sont toutes les bienvenues, ces applications d'intelligence artificielle, de respecter les obligations qui sont contraintes dans les niveaux de risque. Je prends souvent une analogie. Quand on a développé l'industrie automobile, il n'y avait pas de règles, c'était formidable, c'était une vraie révolution. Et puis on a commencé à voir qu'il pouvait y avoir des risques associés, donc on a mis quelques règles, feu de circulation, on roule à droite et pas à gauche, etc. Et puis après ça, on a mis des limitations de vitesse. Ces limitations, elles permettent bien sûr de continuer à l'utiliser, mais ces risques ont été également facteurs d'innovation et de progrès pour, encore une fois, qu'on puisse vivre ensemble en limitant les risques. On ne les réduit pas. Donc le Parlement européen a adopté, donc on est une collectivité, je rappelle que notre démocratie européenne, c'est 2 piliers, c'est le Conseil européen, c'est l'équivalent de notre Sénat, il représente les États, les territoires, et c'est le Parlement. La Commission propose un texte, le Conseil européen l'a déjà adopté, à l'unanimité, y compris la France, à l'unanimité en décembre de l'année dernière, donc la position a déjà été prise, donc tous les États, dont la France, soutiennent donc ce texte, ils ont voté ensemble pour sa mise en application. Le Parlement, lui, l'a fait jeudi. Donc maintenant, on a les 2 textes, c'est comme la navette parlementaire, le Sénat et la Chambre des députés, la Chambre des députés européens et le Conseil, qui est notre Sénat, vont maintenant se réunir dans ce qu'on appelle un trilogue. J'ai démarré le premier trilogue avant-hier soir à Strasbourg, on en a encore 2 ou 3, et ça deviendra à ce moment-là la loi en Europe, qui s'appliquera à tous, puisque c'est un règlement, donc, et qui va
encadrer les risques associés, y compris par exemple sur l'intelligence artificielle générative, par exemple l'obligation de bien mentionner si jamais il y a des usages qui sont faits dans vos métiers, c'est important, mais pas que, d'une image, d'un texte, que ça a été originé par de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est vraiment une régulation qui est une régulation, comme on dit, pardon de cet anglicisme, risk-based. Merci beaucoup Thierry Breton, on doit malheureusement s'arrêter. Merci encore d'être venu une fois de plus et à l'année prochaine, mais sans doute un peu plus tôt.